Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Hubert Valéry, je suis membre de France Bouty et je vais vous parler du bouti. Le bouti est une technique provençale née au XVIIe siècle à Marseille. C'est une technique qui est née de l'interdiction de l'importation des indiennes, c'est-à-dire des tissus imprimés aux Indes qui avaient un très grand succès et qui, par leur succès, provoquaient une très grosse fuite de capitaux à l'étranger. Alors Louvois, le ministre de Louis XIV, a interdit son importation, mais a autorisé l'importation de coton blanc à Marseille, qui était une ville franche. À Marseille, il y avait une communauté de Siciliens, des deux Siciles, continentale et de l'île, qui avaient été appelés régulièrement. Vous savez, c'était pour combler les déficits de population à l'époque où il y avait des pestes qui décimaient beaucoup de monde. Ces Siciliens avaient comme technique la technique du trapunto, qui avait été rapportée par Marco Polo d'Asie. Très vite, la communauté italienne de Marseille a... attendez, on attend la... La communauté sicilienne a pris en charge ce coton blanc, a reproduit dans un premier temps les dessins que l'on trouvait sur les indiennes, entre autres le beauté, vous savez, ce symbole qu'on appelle souvent cachemire, mais voilà, et qu'il l'a mis en relief. Et à Marseille, les gens sont assez sophistiqués depuis toujours, et ils ont perfectionné la technique jusqu'à ce que on arrive à une technique qui n'avait pas d'endroit ni d'envers. Donc on a des boutis, qui n'ont ni endroit ni envers. Attendez, monsieur va... Alors, ni endroit ni envers, ce qui fait que le bouti est très différent du trapunto. Alors, c'est très blanc. Vous voyez pas grand-chose, n'est-ce pas? Si? Bon. Alors, c'est le même aspect des deux côtés. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise le bouti par rapport au trapunto, où le trapunto, on massacre, pour ainsi dire, l'arrière pour introduire du coton. C'est aussi une technique qui utilise la transparence. Ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Pas vraiment une transparence, une translucidité, c'est-à-dire que la lumière passe à travers et ça donne un aspect très différent, que ce soit en lumière traversante ou en lumière directe. Donc le bouti traditionnellement à l'origine était en blanc. Pourquoi? Parce que c'était les cotons blancs les seuls autorisés à être entrés en France, du moins à Marseille. Et puis est arrivé le moment où nous avons perdu l'hégémonie sur les mers au profit de l'Angleterre. On a perdu le Canada. Et en même temps, les Anglais inventaient le métier à tisser en relief. Vous savez, les tissus dits piqués. C'est pas du nid d'abeille ni du jacquard, mais c'est des piquets. Donc le monopole du bouti qui était donné à Marseille a été rompu et ça s'est répandu dans toute la Provence. Et non seulement ça, mais c'est passé de la guilde des brodeurs de Marseille à tout artisan. Alors tout artisan a commencé à dire, mais ce point de piqûre que l'on utilisait, les nouveaux artisans ont dit, les points de piqûre c'est très long, ça consomme beaucoup de fil, et qui plus est, si on fait du point avant, on va avoir ni endroit ni envers, ce qui correspondait en
plus à ce besoin de finition de l'autre côté. Donc désormais, la piqûre de Marseille s'est appelée Bouty. Bouty ou broderie de Marseille, qui depuis juin 19, à l'initiative de France Bouty, a été inscrit au patrimoine culturel immatériel en France. Donc nous sommes dans le thème de ce salon qui est autour des techniques françaises, des techniques du fil français. Et puis, ce Bouty a évolué. Figurez-vous que quand le tsar rendait visite en 1711 à Louis XIV, il avait un gilet long en Bouty. Et ces Bouty étaient encore commandés à Marseille. Donc en fait, parce que c'était des ouvrages chers, parce que ça demandait longtemps, c'était des produits importés, donc toute l'aristocratie se faisait faire des Bouty à Marseille, dont le tsar. Quand est venue la Révolution, les révolutionnaires ont carrément interdit de faire du Bouty. Interdire de faire du Bouty puisque les seuls clients étaient les aristocrates. Ceci dit, tout au long du XIXe siècle, cette technique est extrêmement simple. Elle consiste à coudre deux tissus ensemble et a posteriori d'introduire entre les deux tissus, dans les poches que l'on a constituées en cousant, du coton à tricoter pour donner du volume. C'est très simple, il suffit d'être minutieux et précis. Nous avons donc cette fascination dans les campagnes. On a commencé à se remettre à faire du Bouty. Il n'y avait plus d'artisanat à ce moment-là. Et c'est une chance pour le Bouty car il s'est enrichi en motifs symboliques. À la campagne, quand on faisait un Bouty, on y mettait ses souhaits, ses amours, sa religion, ce qu'on aimait, et est arrivé comme ça beaucoup de symboles. Ces symboles, vous les retrouvez dans le patchwork, puisque finalement, tous ces symboles que l'on trouve dans le patchwork américain viennent de ce 19e siècle français où on a établi, par exemple, un ananas sur un Bouty, comme sur un patchwork, est un symbole d'hospitalité. C'est se signaler comme hospitalier. Premier sens du terme, hein, pas d'hôpital. Proposer l'hospitalité aux gens. On y mettait son mari. Et par exemple, la cigale, on va parler d'un symbole provençal bien connu. Vous voyez des cigales sur les façades, des cigales en céramique. La cigale est le symbole du couple, alors que le grillon est le symbole du foyer, de la maison. Donc c'est la même chose sur les Bouty, disons, du folklore provençal. Vous retrouvez tous ces symboles. Et puis, il y a de nouveau eu des gens qui ont fabriqué des Bouty artisanalement. Et puis, petit à petit, la clientèle s'est éteinte parce que trop cher. Il n'y avait plus la clientèle pour acheter ces Bouty. Il n'y a plus que les derniers ateliers de Bouty professionnels, semi-professionnels, étaient situés à Cassis et à La Ciotat, donc à l'est de Marseille, parce qu'en fait, des dames patronesses organisaient avec les femmes de pêcheurs des ateliers de Bouty pour faire un 13e mois aux pêcheurs. Donc ça, c'est vraiment les derniers Bouty. Il en est bien sûr resté dans certaines familles des personnes qui en faisaient. Et puis est arrivé 1970, où une dame, Madame Berenson, journaliste franco-américaine, a produit un livre sur le Bouty. Donc elle a inventé le trésor, au sens propre du mot inventé, c'est-à-dire découvert le trésor, et elle en a fait la promotion en France et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas très populaire, hein. Le Bouty n'est pas du tout populaire aux États-Unis. Moi, les gens au Canada, oui. En Amérique du Sud, beaucoup. Au Japon, beaucoup. Enfin, dans le monde entier, mais pas aux États-Unis, ni en Afrique. Je ne sais pas pourquoi.
J'ai essayé puisque moi j'ai des origines africaines. Donc bon. L'idée, c'est que cette Madame Berenson, en faisant de la publicité, Madame Gossin, qui était un professeur de travaux manuels dans un lycée dans le sud de la France, dans le Gard, a commencé à dépioter les boutilles pour essayer de les refaire. Et elle en a fait un manuel que je vous recommande, mais qui est introuvable en fait. C'est le manuel de boutilles de Madame Gossin. Et donc moi j'ai découvert le bouti à travers ce manuel-là. Et une autre personne auquel je tiens à parler de Madame Michel Charvet, qui tenait la boutique Il était une fois, dont vous avez certains en ont entendu parler. Michel Charvet a eu la bonne idée de proposer des tissus pré-imprimés pour pouvoir réaliser des dessins de bouti. Or, le passage du dessin sur la toile est assez compliqué dans la mesure où c'est pas aussi stable, le tissu n'est pas aussi stable que le papier, et puis la précision du dessin n'est pas la même. Et il y a une autre chose aussi qu'on avait oublié quand on a redécouvert le bouti, et ça c'est une expérience personnelle. J'ai dessiné un grand bouti qui fait 1,50 m par 1,50 m qui s'appelle Kiosque, et une amie me dit « Je le ferai bien Hubert, mais si tu m'aides à le transposer sur le tissu ». Alors nous avons fait nos plans sur papier et nous avons mis 27 heures pour le reporter. Et le problème, c'était que cette amie était hôtesse de l'air, à la retraite. Mais elle avait un mari commandant de bord qui faisait régulièrement Paris-Tokyo. Et elle accompagnait son mari sur les vols. Elle avait du temps. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle transportait son bouti, il s'effaçait parce que c'était fait au crayon noir et que, en fait, ça ne tient pas. C'était devenu tout gris sur les côtés. Il a fallu qu'elle retrace au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on comprend les boutis anciens que l'on trouve, qui sont souvent pas symétriques, où il y a des défauts d'un côté par rapport à l'autre. Quelquefois, le dessin tourne. Ça a beaucoup de charme, hein, c'est pas le problème. Mais on comprend mieux pourquoi. C'est parce qu'en fait, le dessin était fait au fur et à mesure et pas d'un coup, comme on fait maintenant. Donc, Michel Charvet, elle, a proposé, avec son mari, ils ont trouvé une encre effaçable à l'eau. Et c'est grâce à elle que, de salon en salon, le bouti étant facilité, la popularité a grandi. Voilà. Alors moi, je suis arrivé au bouti par hasard. Je suis né à Marseille. J'ai très peu vécu à Marseille. Et un jour, en 1999, je trouve dans un catalogue d'Aurémy Cadeau, qui était un travaux de loisirs manuels peut-être de la Redoute, donc du Nord, et je dis, mais ils sont très forts dans le Nord pour proposer un truc comme ça que je n'ai jamais vu, qui n'est pas... je ne sais pas. Alors j'ai acheté le kit, le livre, qui était en promotion, c'était au mois de juin. Et puis je me suis mis dedans et je dis, ça serait intéressant de creuser mes racines en creusant justement cette technique que je ne connaissais pas. Je me suis un petit peu intéressé, je me suis vite effrayé de toutes les chapelles qu'il y avait dans le bouti. Le village d'à côté ne fait pas comme le premier et ça posait problème. Donc je n'ai rejoint aucune chapelle, mais j'ai travaillé par expérience. Tout ce qu'on me disait, tout ce que je prenais, je le réalisais et je voyais si ça marchait, ça marchait pas. Il y avait des impasses, hein, il y avait des choses qui étaient vraiment pour s'affirmer par rapport aux voisins. Hein, c'était pas... Et c'est comme ça que je me suis mis dans le bouti jusqu'à ce que j'ai produit un premier livre. Et puis, on m'a invité à exposer à Sainte-Marie-aux-Mines au Carrefour européen du patchwork. Le Carrefour européen du patchwork, je pensais que je n'y avais pas ma place. Je me suis fait un peu prier. Puis, j'ai fait. Puis, ça a eu un grand succès. Et à ce moment-là, j'ai abandonné l'architecture, parce que je suis architecte au départ,
pour me consacrer au bouti. Et nous avons, pas très loin en Charente-Maritime, la première personne qui m'a fait venir, qui m'a dit « tu vas donner des cours de bouti ». Et c'était encore des cours où il fallait dessiner son dessin, son modèle. C'est Patricia Martin à Jarnac. Voilà, vous avez une échelle. Et depuis, j'ai perfectionné la technique. Je surtout introduis la couleur. Alors, j'introduis la couleur d'une façon discrète. Je fais du bouti d'ombre. Alors, un bouti d'ombre, c'est un bouti... Alors, un bouti d'ombre, il y en a un là qui est un grand bouti d'ombre, vous percevrez que le fond est vert et passé le fond, passé le sujet, vous avez une bordure qui est plutôt gris-bleu. C'est parce que derrière le vert, vous avez un batik vert et vous avez du jean après. Donc, introduisant la couleur, j'ai introduit aussi le passage en cours de fabrication d'un tissu à l'autre. Et ça, c'est une technique que j'ai mis au point qui vous permet ces effets qui sont plutôt agréables, et avec lesquels on peut jouer. La couleur n'est pas seulement dans le fond, il est aussi dans les coutures que l'on fait. Alors, les coutures sont au point avant, si bien qu'on ne fait pas de trop petits points pour voir la couleur. Et quand on veut renforcer cette couleur, on va surjeter, faire un point de mirliton et avoir un peu plus de couleur, ce qui participe à l'ambiance générale. Vous remarquerez qu'il n'y a rien qui heurte. On reste dans le passage du fil, le passage du tissu. L'œil n'est pas entravé par une couleur qui va le heurter. Voilà une autre façon de faire. Ça, c'est sur un tissu de couleur différent. Là, c'est du fil à fil, qui est un fil à fil. Ça veut dire que le tissu de trame et le tissu de chaîne ne sont pas de la même couleur. Ça donne des tissus chatoyants. Et vous voyez, là, j'ai appliqué le bouti. Et vous verrez, vous percevrez peut-être un peu mal, parce que beaucoup trop de lumière, que le cœur est blanc. Or, et le reste, il y a l'ombre, c'est l'ombre de ce tissu. Mais de l'autre côté, voilà l'allure que cela a. Donc vous avez le bouti qui est dans la couleur du tissu de fond, et puis le centre qui est... voilà, donc on a... Je voulais montrer l'autre, voilà. Voilà. Vous voyez, donc ça, c'est le côté foncé, et voilà. Et vous avez la même chose là. Voilà. Donc cette technique-là est nouvelle, en fait, n'existait pas avant que j'arrive. Enfin, je voulais dire folkloriquement, il n'y a pas de bouti de couleurs différentes. Donc, ça permet aussi de faire des... Alors ça, c'est un petit pojagi. Vous savez ce que c'est que le pojagi? C'est une technique coréenne, qui est une technique de patchwork dans des... Le nom va me revenir. Donc le bouti et le pojagi sont deux techniques qui n'ont pas d'envers. C'est pour ça qu'avec Marie Zallard, qui en est la spécialiste en France, nous avons écrit un livre alliant bouti et pojagi. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas de différence d'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà.
Il n'y a pas de, enfin, de différence de qualité, mais voilà. Alors, la couleur ça, alors, ça peut être du bouti d'ombre, comme je vous ai, sans changer de tissu. Ça, c'est l'œuf. Tous les ans, je dessine un nouvel œuf de Pâques. Donc, vous voyez qu'en fait, la lecture du bouti des tunnels est beaucoup plus visible parce que le tissu de fond étant foncé, le relief est beaucoup plus visible que quand c'est tout blanc. Vous voyez, ça, c'est tout blanc. Et vous voyez, on voit mal, hein, c'est beaucoup moins lisible. Ça, c'est une modestie. Ça se met, c'est les dames qui portent ça, ce qui se met entre les bretelles du soutien-gorge. Voilà. Alors, il y a une autre façon d'introduire la couleur dans le bouti, c'est uniquement par les fils de sertissage. Le sertissage, c'est l'action de coudre les deux tissus ensemble. J'ai rendu visite aux Québécois où j'ai tenu des ateliers et ces ateliers, voilà le modèle que je leur ai proposé. C'est-à-dire que la feuille d'érable n'est visible en fait que par la surjetée de certaines coutures en rouge pour qu'elles apparaissent. Voilà, ça c'est une autre façon d'introduire la couleur. Autre chose colorée, c'est cette petite pochette qui n'a bien sûr pas d'endroit ni d'envers quand on relève le... Et cette petite pochette, vous voyez, si j'ai mis, c'est un bouti d'ombre bien sûr, mais j'ai rehaussé avec des fils de couleur son dessin. Un autre ouvrage pour introduire la couleur, c'est celui-ci. Alors là, c'est extrêmement discret, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous sauter aux yeux, mais vous voyez, j'ai commencé par des couleurs froides, et puis des couleurs chaudes, et puis reparti vers les couleurs froides. Ça, c'est une façon aussi de faire du bouti contemporaine qui n'existait pas, voilà 30 ans. Hein. Voilà. Alors, tous ces boutis, en fait, moi je suis membre de France Bouti. France Bouti est l'association nationale dont les adhérents viennent du monde entier. En fait, il y a des adhérents dans le monde entier, entre autres au Japon, parce que nous avons une japonaise qui vit à Paris depuis 30 ans, Kumiko Nakayama Gerert, et qui, elle, dessine des boutis avec une vision japonaise du bouti, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit japonais respecte beaucoup le passé. Donc, Kumiko, contrairement à ce que je fais, cultive, si vous voulez, l'esthétique du XVIIIe et du XIXe siècle, et donc propose des kits qui correspondent à cette période, mais ce sont des dessins contemporains, c'est dans l'esprit d'eux. C'est pour ça que c'est très intéressant. Et c'est elle qui a popularisé au Japon le bouti. C'est une chance pour nous, parce que beaucoup de Japonaises maintenant sont au fait du bouti, et beaucoup de Japonaises viennent en France et s'imprègnent de la culture provençale. C'est assez intéressant. Pour vous dire, Kumiko Nakayama a concouru au concours de la jupe piquée qui se faisait à Tresse, à côté d'Aix-en-Provence. Elle a pinceuté son tissu. Pinceuter le tissu veut dire qu'elle l'a peint. Elle a réalisé une jupe piquée, ce n'est plus du bouti, et elle l'a fait dans les règles telles qu'elle a gagné l'aiguille d'or. Ça a été une leçon pour nous qui sommes là et qui faisons les choses par-dessus la jambe quelquefois. Et ça a été un grand plaisir de voir la qualité de son travail. Alors, si je vous parle de tous ces gens-là, toutes ces personnes, il y en a d'autres qui sont plus anonymes. Nous faisons partie de France Bouti, nous formons une communauté. Et cette communauté est reliée par un magazine
qui est le fil blanc, dans lequel vous avez des dessins et puis quelques textes, mais principalement des dessins avec lesquels vous pouvez réaliser vos boutis. Voilà. Et puis, si vous ne savez pas faire le bouti, nous avons un manuel chez France Bouti qui est Apprendre le bouti et transmettre, qui est un manuel complet sur la réalisation d'un bouti. Ça peut fort vous aider, ça peut servir aussi de memento pour ceux qui ont oublié un petit peu. C'est un manuel qui a été fait au sein de l'association et qui est vendu que par l'association. Et encore un mot pour vous parler de France Bouti. France Bouti annonce son grand rendez-vous bisannuel. Bisannuel, oui, c'est tous les 2 ans, hein, c'est ça. C'est le rendez-vous au Salon national du Bouti qui va se tenir à Kessargues le 9, 10 et 11 mai 2024, donc le week-end de l'Ascension. C'est un peu difficile, c'est un week-end qui va être très très chômé, donc beaucoup de monde pour y aller. Mais ça vaut le coup puisqu'il y a des exposants qui viennent de très loin quelquefois. Il y aura des Japonaises, il y aura des gens, je ne sais pas si les Hongroises viendront parce que le bouti s'est développé en Hongrie, le bouti s'est développé en Bulgarie, bien sûr en Belgique, en Espagne et en Italie, assez peu en Allemagne. En Belgique, il y a beaucoup de boutisseuses, j'y suis allé souvent, et en Hollande aussi. Donc là, tout le monde se rencontre pour confronter ses expériences. Rendez-vous à Kessargues du 9 au 11 mai 2024. Voilà. Voilà, messieurs. Je suis à votre disposition si vous souhaitez me poser des questions. Je vous en prie, au revoir madame. Ce livre, il faut que vous alliez sur le stand de France Bouti que vous connaissez. Voilà. J'ai oublié le nom. Non. Je sais pas. Kessargues, c'est dans la banlieue de Nîmes. C'est dans le Gard. C'est assez accessible, mais il faut y aller en voiture. Parce que les transports en commun, pas beaucoup. En besoin de transmettre. Parce que c'est quand même le but de France Bouti, c'est de transmettre le bouti à la postérité, pardon. Et voilà. Voilà. Toute personne qui va à Kessargues sera bien accueillie. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? Si, mais moi je ne le fais pas, parce que je n'aime pas beaucoup. Ce que j'aime dans le bouti, c'est qu'il y a une cohérence. Et quand on mèche avec des couleurs différentes, vous rompez l'harmonie, la cohérence générale, même si les couleurs sont harmonieuses. Alors il y a un autre problème, c'est que vous avez vu qu'un bouti, un tissu très coloré, devient un pastel très léger. Hein, donc, c'est la même chose avec la mèche. Donc, vous faites des choses très, très pastel. C'est pas tout à fait mon goût. Voilà. Mais c'est une question de goût. Hein.
Si vous allez sur le stand de France Bouti, vous allez voir des méchages de couleurs. Hein. Oui, oui, vous allez voir, et des choses réussies. Mais chacun... Ça se fait, madame, ça se fait. Alors, traditionnellement, on met de la mèche blanche. Il n'y a pas de mèche colorée dite pour le bouti, mais tous les cotons de chez DMC, Natura, marchent très bien. Si vous avez très peu, vous pouvez aussi le fil à broder, le moulinet de chez DMC marche très bien aussi. Mais c'est beaucoup, il en faut beaucoup pour mécher, donc ces petits écheveaux. Ah non, parce que si c'est bien fait, on ne doit pas le voir. Le méchage doit être ni trop, ni pas assez. Comme tout... dans la mesure. Je vous en prie. Messieurs, mesdames, bon après-midi.